De Philippe qui va nous parler d'un livre qu'il a lu. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Bah écoute, je te laisse la parole. Le livre dont je vais vous parler est un livre de fantasy young adult qui s'intitule Au seuil du monde de Marjolaine Paucher, qui est paru en 2020 aux éditions de la Goutte d'Étoile. Le synopsis est le suivant. Jeanne Nérol, étudiante en médecine, apprend le décès d'un grand-oncle qu'elle n'a jamais connu. Elle hérite malgré tout d'une malle dans laquelle se trouvent 3 barres de métal argenté et un mot de son oncle qui lui somme de garder le secret sur ce mystérieux trésor. Un soir, elle se décide à assembler ces barres en métal. Elle forme une sorte de portail triangulaire où elle constate avec horreur que sa main disparaît dès qu'elle traverse la figure géométrique. Après plusieurs expériences de contact avec l'objet mystique, elle débarque dans un monde étrange et inconnu, qui n'a aucun point commun avec la Terre. Un ciel obscur qui illumine l'environnement par ses milliards d'étoiles, des rivières de métal liquide, des végétaux géométriques et des animaux aux proportions singulières. Elle part explorer avec émerveillement et curiosité ce nouvel univers, mais un événement inquiétant lui fait rebrousser le chemin. Et elle constate avec horreur que le portail a disparu. Impossible pour elle de revenir sur Terre. En réalité, ses 2 amis, Audrey et Gaëtan, inquiets de ne plus avoir de ses nouvelles, débarquent dans son appartement et, constatant la présence du triangle de métal, le démontent pour pouvoir le remettre en sécurité. En effet, un inspecteur de police, l'adjudant Charles, est sur l'enquête de la disparition de Jeanne. Audrey remonte le portail dans son propre appartement et après avoir découvert le nouvel univers à son tour, se rend chez Gaëtan pour le convaincre de l'y accompagner. D'abord circonspect, le jeune homme accepte et les 2 amis se lancent sur la trace de Jeanne, persuadés d'agir dans le plus grand secret pour le bien de ce nouvel univers. Hélas, ils se rendent compte qu'ils ont été suivis par l'adjudant Charles et 2 scientifiques, équipés d'armes et de matériel scientifique, afin d'étudier et d'exploiter ce monde en profondeur. Malgré leurs objectifs opposés, le groupe devra s'unir pour retrouver Jeanne et revenir sur Terre, sains et saufs. Les personnages que l'on peut croiser dans ce livre sont les suivants. Déjà, les personnages principaux. Nous avons bien entendu la protagoniste, Jeanne Nérol, 22 ans, étudiante en médecine à Toulouse. Elle est très méticuleuse et méthodique, autant dans ses démarches que dans les préparatifs de ses expéditions. Elle est très complice avec ses 2 amis de fac et comme Gaëtan, son esprit est rationnel. Elle prend soin de rechercher toutes les explications logiques possibles avant d'admettre l'extraordinaire. Son côté explorateur ne la rend pas dénuée de toute prudence, mais la peur que lui inspire ce nouvel univers ne désarme pas sa curiosité. Ensuite, on a sa meilleure amie, Audrey Stan, qui est étudiante en médecine comme elle, qui est loyale envers elle, mais qui est plus intrépide. Elle, je cite, passe son temps à blaguer sur tout et à manipuler sans méchanceté les gens pour s'amuser. Mais elle peut aussi se laisser déborder par ses émotions et ses doutes lorsqu'il s'agit du sort de son ami. Et il se trouve qu'elle a des sentiments amoureux envers elle. Serait-elle lesbienne? L'autre meilleur ami est Gaëtan, qui est l'un des meilleurs étudiants qui soit bûcheur, cartésien, jusqu'au bout des ongles, conscient d'être trop souvent sérieux. Contrairement à Audrey, la découverte du nouvel univers remet en cause ses convictions, et cela le chamboule beaucoup au point de laisser Audrey prendre le pas sur lui. Et parmi donc les autres personnages présents, on a l'adjudant Charles Thomas, qui est le gendarme en charge de la disparition de Jeanne. Militaire dans l'âme avec beaucoup d'expérience, il est plus soucieux de conquérir ce nouveau monde au nom de son pays, qui est la France évidemment, que de retrouver l'étudiante disparue. Sa rigidité et son commandement sont mal vus, mais il fait preuve de courage pour sauver ses amis de situations critiques. Et parmi ses amis, on retrouve Sylvie Atessor, qui est physicienne, et Xavier Fausta, qui est biologiste et collègue de Sylvie, et qui n'aura une relation amoureuse avec Jeanne. Parlons de l'univers à proprement parler. Alors, il ne faut pas s'attendre à un univers rempli d'elfes et de nains. C'est un univers très science-fiction, finalement. Je parlais de fantasy tout à l'heure, je corrige mon dire, c'est plutôt de la science-fiction. Cet univers est riche en antithèses. On a un ciel qui est généralement noir, mais qui est tellement parsemé d'étoiles qu'il illumine ce monde comme en plein jour. Il n'y a aucun soleil qui se détache en particulier, et pourtant le climat est aride et très étouffant par moments. Le sol est globalement orange, comme le sable d'un désert. Le monde est arrosé de rivières de métal liquide.
et non d'eau. Il est balayé de violentes tempêtes. Les températures varient fréquemment entre glaciales et étouffantes sans véritable repère. Mais ce qui attire le plus dans ce monde, le point le plus évident, c'est le temps. Car à certains moments, une perturbation temporelle, qui se manifeste sous forme d'un mur d'air distordu, se répand à travers le monde, balayant tout sur son passage et modifiant l'écoulement temporel de l'univers, mais également celui des personnages. Ces derniers sentent leurs mouvements tantôt ralentir, tantôt accélérer. À première vue, cet univers semble pacifique pour les êtres humains, mais il recèle malgré tout de pièges mortels comme des animaux prédateurs, un climat terriblement aride et prévisible ou des environnements mystérieux. Et parmi les espèces qui se trouvent dans cet univers, on peut citer, pour les plus connus en tout cas, ce que l'auteur appelle les pyramidions, qui sont des pyramides bleues inversées sans tronc qui bougent dans le vent, donc ce sont des végétaux. Ou alors on a aussi des prismalines, qui sont des petites fleurs composées de tiges bleues et de pétales aux couleurs différentes. Lorsqu'on les coupe, un liquide jaune s'en écoule. Quant aux animaux, ceux que Audrey va croiser le plus, c'est les chougales, qui ont une tête noire, 2 pattes en avant et 3 pattes en arrière, qui ont des grands yeux chouettes et une tête de cigale, qui n'ont pas de queue, qui se déplacent en troupeau et qui sont plutôt pacifiques. Et à l'inverse, on a un quetzalco, qui est un animal volant et prédateur qui kidnappe Jeanne et l'emmène dans un paysage totalement minéral. Donc il ressemble un peu à un dinosaure en gros. Le style, maintenant. L'écriture est directe avec des phrases simples et un vocabulaire courant, quelquefois familier lorsque Jeanne exprime ses pensées. L'histoire est écrite à la première personne, sauf le chapitre 5 qui fait office d'exception car il narre un récit parallèle à l'expédition de Jeanne. Il narre le récit des amis qui se posent des questions sur sa disparition et qui se lancent à sa recherche. La narration devient externe. Le seul inconvénient que je souligne dans ce texte, finalement, que ce soit dans le chapitre 5 ou les autres chapitres qui viennent par la suite, ce sont les phases de dialogue, qui sont malheureusement plombées par la voix passive au lieu d'être actifs. C'est-à-dire que les personnages ne s'expriment pas directement, c'est le narrateur qui rapporte le dialogue. Et ça rend la lecture un peu lourde, en particulier pour quelques phases d'action. Concernant le texte à proprement parler, chaque péripétie est datée avec précision, en particulier au niveau de la date et de l'heure, comme un journal intime, donc ça fait office de polar. Quand Jeanne explore le nouveau monde du chapitre 2 à 4, on a un texte qui est globalement descriptif, ce qui fait penser à un carnet de voyage. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que lorsque tous les personnages partent à la recherche du seuil, c'est-à-dire du portail, cette précision temporelle qu'on voyait au début du texte disparaît. Les mentions de date et d'heure n'apparaissent plus dans la narration, comme si la narration était en train de se déformer, comme ce qui se passe dans cet univers en fin de compte. Pour finir, comment j'analyse ce texte ? Déjà, ce qui est intéressant, ce qui est le plus mentionné, c'est que l'approche de Jeanne envers ce nouveau monde se veut plus exploratrice qu'aventurière intrépide. Jeanne se compare souvent à des explorateurs, des scientifiques et des aventuriers très connus. En l'occurrence, elle se compare à Christophe Colomb, elle se compare à des explorateurs du XVIIIe et du XIXe siècle. Elle a même la témérité de se comparer à Alice. Et comme Alice, d'ailleurs, la structure la décontenance tellement qu'elle se demande souvent si elle n'est pas en train de rêver. Il y a aussi une mention de Buzz Aldrin, l'homme qui a posé son empreinte sur la Lune avec Neil Armstrong. J'allais dire Lance Armstrong. Oh là là, quelle maladresse. Il vaut mieux dire Louis Armstrong au pire, mais... Pourquoi pas aussi. Mais par rapport à toutes ces références que l'auteur nous glisse, moi, lorsque je vois Jeanne évoluer dans ce monde totalement nouveau et faire face à des créatures bizarroïdes, je pense surtout à Mary Malone dans À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Vous vous souvenez, Mary Malone, dans le 3e tome, dans le Miroir d'ambre, elle débarque dans le monde étrange des muléphas, c'est-à-dire ces animaux qui ont des roues à la place des pattes et avec qui elle noue des relations. Et pour finir, dans le cadre de l'engagement de la maison d'édition La Goutte d'Étoile, ce roman s'inscrit dans une défense de l'environnement et fait confronter une vision totalement observateur et défense de l'environnement avec des personnes, en l'occurrence le gendarme et les scientifiques, qui eux veulent exploiter ce monde. En l'occurrence, Audrey elle-même dit, je cite, «
Si les gens apprenaient l'existence de ce monde, un bon tiers le prendrait comme